Alors, pas d'entretien du mois ce mois-ci? Non, parce que il faut se reposer un peu, c'est les vacances. Déjà, on peut se féliciter que la vidéo du mois de juillet, qui porte sur le mois de juin, puisqu'on fait toujours la vidéo sur le mois échu ou écoulé, a atteint les 100 000 visionnages sur le compteur Dailymotion, c'est-à-dire qu'on est en progression constante. Il y a évidemment un prix à payer, c'est que ce mois-ci, je suis convoqué par 2 juges d'instruction différents pour 2 plaintes différentes. Un juge à Toulouse et l'autre à Paris. Une plainte d'un gauchiste que j'avais soupçonné de m'envoyer des menaces de la mairie de Toulouse. J'avais écrit à la mairie de Toulouse, porté plainte auprès de la police, puisque nous avons identifié que les injures et les menaces venaient de la mairie de Toulouse, ce qui est une certitude. Et le résultat, c'est qu'au lieu que la police ou la justice fasse son travail, c'est-à-dire d'identifier la personne que je soupçonnais, après des recoupements, d'être la bonne, a porté plainte pour diffamation. Et évidemment, donc je suis convoqué par un juge d'instruction à Toulouse pour avoir soupçonné quelqu'un de m'envoyer depuis des mois de la mairie de Toulouse des menaces et des injures caractérisées. Voilà comment ça fonctionne en France. C'est un peu comme les fausses agressions antisémites propagées par notre ministre de l'Intérieur, qui a été naturalisé français en 82 et qui se réclame et se déclare éternellement attaché à Israël. Donc la question qu'il faudra lui poser, c'est pourquoi il ne s'est pas fait naturaliser israélien. Peut-être qu'il pense qu'il est plus utile à la cause en étant chef de la police en France que dans le pays pour lequel il a tout cet amour inconditionnel. Enfin, voilà. Et sinon, deuxième convocation très intéressante pour les crétins qui penseraient, en écoutant certains obèses faussement convertis que j'ai virés il y a quelques années, que je travaillerai pour le Front National, ceux qui n'ont pas très bien compris la subtilité de mon travail et de mon message. Je suis aussi convoqué par un juge d'instruction à Paris pour diffamation et injure par Louis Alliot, numéro 2, je crois, du Front National, que j'avais traité de con du mois quand il était allé s'extasier en période préélectorale sur les colonies israéliennes de Cisjordanie, qui sont même condamnées, je crois, par l'ONU, avec flanqué d'un espèce d'olibrius qui s'appelle Touris, dit Tourista pour les intimes, qui est un espèce de flic syndicaliste qui s'était félicité que la LDJ serve d'auxiliaire de police, ce qui est complètement illégal et anti-républicain. Ce Touris étant d'ailleurs proche de la LDJ, comme chacun sait, et ayant réussi à mettre un pied dans le Front National, qui n'est pas le Front National que je défends et que je respecte, vous l'aurez bien compris. Donc M. Louis Alliot, dans un esprit très coubertin, comme je l'avais traité en tant qu'acteur politique, dans une démarche politique en période préélectorale, je l'avais traité de con du mois, on remettra peut-être le mois prochain l'extrait, veut m'envoyer au tribunal pour injure publique et diffamation, et dans ce cadre-là, je suis convoqué une fois de plus par un juge d'instruction. Voilà, tout ça pour vous mettre la pression, vous humilier, vous faire perdre votre temps, vous faire sentir le prix qu'il y a à payer quand on essaie de défendre une certaine, comment dirais-je, un certain honneur d'être français. Hein, voilà, une certaine intégrité, une certaine cohérence et même un certain bon sens. Donc, petite pause ce mois-ci. Hein, on reviendra en septembre pour analyser la situation très riche des 2 derniers mois qui se sont écoulés. Voilà. Et aujourd'hui, puisque les gens partent en vacances, on va se concentrer sur les conseils de lecture pour les plages. Hein, voilà, c'est la période le mois d'août étant un mois propice aux révisions. Hein, voilà. Et surtout, ça me permet de parler d'un des gros boulots qu'on fait à Égalité et Réconciliation, qui s'appelle Contre-Culture, qui est de promouvoir, d'éditer et de rééditer des bouquins qui, à mon avis, sont importants pour s'ouvrir l'esprit, avoir une vraie culture, ce que j'appelle moi transcourant, et essayer d'échapper à l'idéologie dominante qu'on nous vend depuis Michelet, en passant par Fernand Nathan et Mallet et Isaac, vous voyez. C'est-à-dire, pour ça, éviter cette pensée, cette idéologie dominante consensuelle, et aller chercher à la fois des choses plus à gauche et des choses plus à droite. Hein. Voilà. Donc je vais consacrer cette vidéo d'été un peu courte à parler livres. Voilà.
Alors, premier bouquin pour me féliciter moi-même. Mon bouquin Comprendre l'Empire sort en ce moment en Russie. Hein, voilà. Alors, un bouquin effectivement à la russe, pas très beau, on dirait un peu un bouquin de mécanique appliquée des années 50. Mais ce qui est bien, c'est que ce bouquin a été édité sous les auspices d'Alexandre Douguine. C'est lui qui a initié la traduction. Traduction pour laquelle je ne touche pas de droit d'auteur. Hein, les Russes là, sont assez spécialistes du non-respect du copyright. C'est aussi leur manière d'être en dehors de l'Empire. Hein, c'est aussi en dehors de l'Empire des droits d'auteur et du copyright selon les règles du droit anglo-saxon. Voilà, donc Comprendre l'Empire sort en Russie, petite édition et traduction voulue et dirigée par Alexandre Douguine, que je salue, que je remercie. Et donc là, vous pouvez voir comment on écrit Alain Soral en russe, voilà. Et ça, je crois que ça veut dire demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Ils n'ont pas gardé le titre Comprendre l'Empire parce que je pense que pour les Russes, la notion d'empire n'est pas forcément quelque chose de négatif compte tenu de leur position, on va dire, contre-impériale. Je pense qu'ils devaient penser que ce titre prêtait à confusion, et donc ils n'ont traduit que le sous-titre. Voilà. Alain Soral, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et ils m'ont choisi une photo de moi que j'aime pas du tout, mais où j'ai un petit côté écrivain russe. Voilà, un petit côté dostoïevskien. Voilà. Bon, donc ça c'est une bonne nouvelle. Merci aux Russes. J'attends maintenant que les Américains fassent la même chose. Voilà. Donc si je veux continuer, là on va parler des bouquins édités par Contre-Culture. Donc nous avons initié une petite collection de textes qui nous semblent, on va dire, des classiques, et un peu sur le principe du que sais-je, c'est-à-dire petit bouquin, par exemple ça à 6 € de Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation, hein. C'est intéressant à lire parce que Renan, d'ailleurs je suis allé m'asseoir sur la chaise de Renan à l'île de Bréa, hein. Renan donne une définition de la nation qui est très proche de celle d'égalité et réconciliation. J'ai pu le constater en relisant ce texte, hein, c'est-à-dire il explique bien ce que c'est que la nation française, qui est ni fondée sur la race, ni sur la langue, ni sur la religion, mais un peu sur tout ça mêlé, et il met quand même l'idée de France au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la conception ni anglaise ni allemande de la nation. Ça c'est une petite remarque que je fais aux identitaires. Je suis moins un identitaire français, puisque j'ai une conception de la nation qui est une conception de la nation française qui correspond à l'histoire de France. Voilà. Et Renan est exactement sur cette ligne. Donc pour 6 €, vous pouvez lire ce très joli petit texte bien présenté d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Voilà, et comme je le dis, qui correspond à la conception que nous avons, nous, à égalité et réconciliation, de la nation française. Voilà. Autre lecture intéressante, dans la même idée des petits que sais-je de chez Contre-Culture. Voilà, c'est le texte de Marx sur la question juive. Ce sont des textes libres de droit, donc nous les éditons. J'avais acheté récemment celui qui avait la question juive réédité par les éditions de la Fabrique. Mais alors il y avait une préface et une postface qui étaient 3 fois plus épaisses que le texte lui-même. Préface et postface de Ben Saïd, le trotskiste séfarade de la Ligue de la LCR, de Ligue communiste révolutionnaire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il faisait tout un long préambule pour expliquer que le texte de Marx n'était pas antisémite. Et après, comme le principe du rasoir de l'âme, comme quand on l'a lu, c'est évidemment un texte, comme je le dis, antisémite, car de toute façon il n'y a pas de philosémitisme avant 1945, en gros. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec Ben Saïd, vous avez même une postface après le bouquin, aux éditions de la Fabrique, parce qu'une fois que vous l'avez lu, vous avez oublié la préface et vous êtes face à l'antisémitisme de Marx, alors il vous refait une postface pour vous retravailler le cerveau, vous voyez. Donc c'est assez drôle. Alors là, on se passe de la préface et de la postface de Ben Saïd, qui a eu d'ailleurs la gentillesse de mourir depuis, comme ça il ne pourra plus rien écrire sur le sujet. Et là, nous avons une préface de notre ami Félix Niche, dont j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'il édite aussi chez nous, qui lui est notre trotskiste de service. C'est quelqu'un effectivement qui est un grand connaisseur de Trotsky et du trotskisme de Trotsky, mais qui a fait une préface justement pour bien démontrer que le texte de Marx sur la question juive est un texte éminemment antisémite, ce que j'appelle l'antisémite laïque de gauche, l'antisémitisme philosophique. Hein. Donc voilà, vous pouvez lire ce texte de Marx et vous verrez que Marx s'inscrit aussi dans la tradition de tous ces penseurs qui, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, en gros, ont écrit pique-pendre sur les Juifs, pour des raisons religieuses, pour des raisons philosophiques, pour des raisons de gauche, de droite, etc. etc. Et la question juive de Marx est un texte très agaçant pour les Juifs, parce que Marx est un grand penseur juif, puisqu'il est d'origine juive, bien que son
père était déjà converti au protestantisme, et que lui se réclame de la pensée grecque pour la philosophie, du socialisme français et des économistes anglais, c'est-à-dire c'est un Européen. En fait, il fait une synthèse du génie helléno-chrétien occidental, en s'appuyant essentiellement sur la puissance de la philosophie allemande à l'époque où il étudie. Hein, c'est un spécialiste de la pensée grecque, sur l'histoire du socialisme français et sur les économistes anglais. Hein, voilà. Donc c'est un grand penseur, on va dire, européen, Karl Marx. Hein. Et c'est un juif antisémite, comme le sont en général les génies juifs, hein, quand on creuse et qu'on va jusqu'au bout. On peut même citer dans cette catégorie Theodor Herzl, hein, il suffit de le lire pour voir qu'il est sioniste pour des raisons totalement antisémites. Hein. Ça aussi, on peut s'amuser, mais bon, ça pour une autre fois. Donc pour 10 €, pareil, on fait du pas cher, c'est un petit texte mais qui est fondamental, la question juive de Marx, préfacé par notre ami Félix Nisch. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, de toute façon je pense que c'est un pseudo. Voilà, donc je vous le conseille. Voilà, autre publication de chez nous. Maintenant, si on veut aller vers du plus gros et un peu différent, je vais parler de ces deux livres, je dirais, complémentaires, puisque j'ai dit que nous, on essayait de faire en sorte que les gens aient une culture générale transcourant et qu'ils échappent à l'idéologie dominante, puisque toute la culture en fait est formatée depuis la Révolution française, en passant notamment pour la matrice de la Troisième République, pour ramener les gens qui honnêtement, par leur formation, à une pensée assez conforme. Donc c'est intéressant, là, on réédite à la fois l'histoire de France de Jacques Bainville et Walden ou La vie dans les bois de Henri-David Thoreau. Voilà, ce sont deux textes très importants. Alors j'insiste sur le fait que ces bouquins sont des créations contre-culture. Je félicite Marie pour les couvertures. Ils sont très beaux. Voilà, hein, vous pouvez les regarder. Très très beaux. Voilà, on fait des beaux livres. Hein. Et surtout, par rapport au nombre de pages, j'insiste aussi, on fait là où il y a un vrai effort social. Le livre de Bainville, l'histoire de France de Bainville, j'en parlerai après plus dans le détail, qui fait pratiquement 550 pages, on le fait à 20 €, vous verrez que c'est pas cher, hein, vous n'avez qu'à comparer en allant sur les sites sur Amazon, vous verrez. Et le bouquin de Thoreau, un bouquin fondamental aussi, qui fait il fait 400 pages, on le fait à 12 €. Hein, donc on fait un gros effort pour que les gens puissent se cultiver malgré la crise économique et leurs faibles revenus, parce que j'ai pu constater que plus les gens étaient intéressés par la dissidence et ouverts aux idées transcourantes, malheureusement plus ils étaient socialement déclassés, ce qui va souvent ensemble, avec un faible pouvoir d'achat. Les autres ayant les moyens de s'acheter pour aller à la plage, le dernier Marc Lévy, le dernier je sais pas quoi, Braun, Da Vinci Code 4, qui sont des bouquins assez chers, hein, en fait. Hein, voilà. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail. Nous inscrivons, nous, dans la tradition de ce qu'on appelle, je crois, le cercle Proudhon, hein, c'est-à-dire lecteur de Marx et de Maurras. Et là, nous mettons à l'honneur l'histoire de France de Jacques Bainville, qui est l'historien de l'Action française, on va dire, et qui était très respecté à son époque. Il écrit d'entre 1900 et 1930. Il est mort en 1936, au moment même du Front populaire, ce qui est un paradoxe, enfin quelque chose d'assez amusant pour les gens qui aiment les ironies de l'histoire. Et en fait, Jacques Bainville, c'est vraiment l'historien français qui montre comment la grandeur de la France ne fait qu'un avec la monarchie. Hein, voilà. Il est de ce point de vue-là un maurassien. Maurassien était un monarchiste pour des raisons de nationalisme. Il est venu et au catholicisme et à la monarchie pour des raisons dialectiques, pour des raisons d'intelligence historique, c'est-à-dire comment, compte tenu de ce qui s'est passé depuis la Révolution française, défendre, trouver le système politique le plus à même de se battre toujours pour la pérennité française, la grandeur de la France, le génie français, en tant que nation et en tant qu'État, et ils en concluent que pour ça, il faut une monarchie et une religion d'État qu'est le catholicisme. Voilà. Et Bainville montre toute la grandeur de la France, tout le génie français, à travers les rois de France très catholiques. Il le montrait. Et c'est passionnant. Évidemment, c'est sujet à discussion, mais je pense qu'il est très important, quand on va avoir une culture et les moyens de réfléchir, c'est-à-dire une culture stéréophonique, je dirais, qui a
le point de vue de gauche et le point de vue de droite, d'aller équilibrer Michelet par Bainville, vous voyez, et bien que je n'aime pas du tout les bêtises que dit Bainville sur Rousseau, qui ne le connaissait sans doute pas très bien, l'histoire de France de Bainville est quelque chose à lire absolument, et c'est un grand penseur, on va dire réactionnaire, enfin un grand penseur de la réaction, hein, mais la réaction au sens des gens qui sont attachés à la grandeur du passé et à ce qui doit être sauvé de la grandeur passée, ce que j'appellerais plutôt, moi, plutôt que le mot réactionnaire, je dirais le mot traditionnaliste. Hein, voilà. Même si ce n'est pas tout à fait la définition d'Evola, parce que dans réactionnaire, il y a un côté refus de la modernité, attachement aux privilèges passés, qui est un peu un truc de rentier. Je dirais que c'est un grand penseur réactionnaire au sens de quelqu'un qui se pose la question de la pérennité et de la tradition. Voilà. Donc nous rééditons l'histoire de France de Jacques Bainville, et je conseille aux gens de chez nous qui viennent de la gauche de la lire, parce que finalement c'est pas pour flatter le narcissisme des néo-monarchistes, qui sont souvent des imbéciles par rapport à Maurras et à Bainville, hein, qui sont justement dans la défense arc-boutée sur c'était mieux avant, sans pouvoir expliquer pourquoi, parce qu'avant ils avaient des privilèges de classe qu'ils ont perdus. Ça c'est pas intéressant, c'est la pensée réactionnaire sans intérêt. Là je conseille justement aux gens de gauche, des gens de chez nous qui de lire Bainville pour voir ce que c'est que le génie français de droite. Hein, voilà. Il y a un génie français de gauche et de droite, et la France est encore plus géniale quand ces génies de gauche et de droite se parlent, comme justement à l'époque du cercle Proudhon, où les maurassiens et les syndicalistes révolutionnaires se parlaient avant la guerre de 14. Et d'ailleurs, cette réconciliation nationale qui commençait à se mettre en place a été comment dire, interdite et empêchée par la guerre de 14, ce qui est intéressant à comprendre par rapport à notre période actuelle, puisque la réconciliation nationale que nous opérons à égalité-réconciliation, notamment entre nationalistes français, patriotes français et français issus de l'immigration et de confession musulmane, cette réconciliation sera sans doute empêchée par la guerre qui vient. Hein. La guerre de l'État sioniste pour l'État sioniste, la guerre impériale. Hein, voilà. Donc on est dans une situation qui ressemble à la fois aux années 30 et aussi à la période de 1910-1914. Donc je finis cette petite digression. Lisez l'histoire de France de Jacques Bainville chez Contre-Culture. 20 € pour plus de, j'ai dit le nombre de pages, pour 553 pages. Magnifique bouquin, couverture, dessinée par une militante de chez nous, qui gagne sa vie grâce à ça aussi. Il faut savoir que nous avons créé une économie hein, qui ne fait travailler que des gens de la mouvance, dont toi. Voilà. Bon. Je passe à l'autre gros bouquin qu'on sort ce mois-ci. Alors là, c'est la vie dans Walden ou La vie dans les bois de Thoreau. Alors là, c'est pareil, pour ouvrir sa culture, c'est un livre essentiel pour comprendre d'abord ce que c'est que le génie américain, après avoir parlé du génie français. Le génie américain qui est très inaccessible à la France, compte tenu justement de la lecture, de l'histoire, de la manière dont historiquement s'est constituée la gauche et la droite française. On a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'esprit américain respectable, le génie américain, qui est à la fois l'esprit pionnier, l'esprit républicain, et quelque chose qui est transcourant en soi chez nous, qui est à la fois un côté réactionnaire qu'on trouve chez les républicains, c'est-à-dire un individualisme forcené, le désir de pouvoir porter des armes, la méfiance envers l'État tout-puissant, le respect aussi d'une certaine virilité et d'un certain courage physique et d'une capacité de travail qu'on trouve dans un certain protestantisme calviniste, dans la force des immigrés pauvres qui venaient d'Europe pour tenter une nouvelle vie, et puis aussi ce qu'on appelle la frontière, un pays immense où tout était à découvrir, à conquérir, avec une nature à la fois sauvage et magnifique. Je ne parlerai pas du problème des Indiens, des Amérindiens. Je ne dis pas que tout est bien dans l'Amérique, mais il y a ce génie américain qui est totalement exprimé par Thoreau. Et Thoreau est à la fois, je dirais, le pionnier et l'inventeur de quelque chose dont on parle beaucoup, qui est la désobéissance civile, qui a inspiré à la fois Tolstoï et Gandhi. Hein. C'est un insoumis à tous les pouvoirs. C'est aussi le père, d'une certaine façon, de l'écologie. C'est un type qui pense qu'il ne peut y avoir d'épanouissement que par un retour à la nature. Donc il y a ce côté Amérique profonde dont on parle peu, qui n'est ni l'Amérique de la côte Est, c'est-à-dire de Wall Street, ni celle de la côte Ouest, c'est-à-dire celle de Hollywood et des grandes villes, mais qui est l'Amérique finalement de campagnarde, l'Amérique des gens qui vivent près de la nature. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute cette Amérique profonde, la vraie Amérique, qui comment dirais-je, correspond à cette vision de Thoreau, qui sont en général des cultivateurs pieux, qui vivent au milieu de la nature et qui se considèrent comme
comme finalement appartenant à cette nature, qui ne sont pas dans ce dualisme antinaturel qui nous vient du monothéisme, comme l'explique très bien d'ailleurs Jean Solaire, dont on a parlé récemment. Hein. Donc Thoreau est à la fois, c'est un grand poète, c'est un passionné de la nature, il a une dimension ascétique, c'est l'inspirateur de la non-violence, de l'écologie et même un précurseur de la décroissance. Hein. Et il incarne parfaitement le génie américain. Il est à la fois de gauche et de droite. Je pense qu'un type comme Michéa peut nous permettre de le comprendre aujourd'hui quand il s'intéresse au populisme américain et qui met en avant des auteurs, des grands auteurs américains intéressants, dont parfois j'oublie le nom, comme Christopher Lasch, par exemple. Voilà. Je pense qu'en lisant Thoreau, on peut comprendre aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est James Hunter Thompson, dont j'aurais aimé qu'on puisse promouvoir le documentaire qui s'appelle Gonzo, mais on nous a empêché de le vendre, je crois. Le distributeur français qui devait être un petit conte gauchiste et qui n'a rien compris sans doute à Hunter Thompson, qui est le professeur Choron français, qui est un type qui est très proche de moi pour ceux qui s'intéressent. Ils peuvent aller voir Las Vegas Parano. Puis le film n'est pas excellent puisqu'il a été initié par un petit con qui n'a pas compris toute la profondeur politique de Thompson. Mais on comprend bien Thoreau, on comprend bien le génie américain, l'insoumission américaine. Quand on lit Thoreau, on comprend effectivement Thompson, qui à un moment donné s'est présenté à la mairie d'Aspen. C'est intéressant de comprendre, effectivement, puisqu'on est très anti-impérialiste américain, on est contre cette oligarchie mondialiste, effectivement, dont le cœur aujourd'hui est aux États-Unis, et on est contre l'impérialisme américain des élites américaines. On n'oublie pas le peuple américain très respectable, et toute une contestation américaine et une tradition du génie américain, de l'insoumission, de la virilité, de la création poétique, qui n'a rien à voir avec le génie français, mais il ne faut pas être narcissique. Et ce génie américain, c'est, je vous le dis, James Hunter Thompson, dans les années 70-80, qui a fini par se suicider d'une balle dans la tête, type qui portait le short et le crâne rasé avec beaucoup de subversion, et qu'il faut découvrir, notamment à travers Gonzo ou Las Vegas Parano. Et là, pour revenir à notre sujet, lire absolument ce magnifique bouquin édité par nous pour 12 € et qui fait 400 pages, avec une magnifique couverture de notre amie Marie aussi. Voilà, lire Walden ou La vie dans les bois de Thoreau, qui nous amène aussi à un sujet qu'on défend en ce moment, à notre ami Piero San Giorgio, qui est le survivalisme, évidemment. J'aurais dû en parler un peu avant. Effectivement, c'est aussi une initiation au survivalisme dans sa version poétique, naturaliste, et pas dans sa version paranoïaque, hystérique et guerrière. Hein. Voilà, c'est important. Nous sommes survivalistes plus du côté de Thoreau que du côté de certains dingos surarmés, qui est aussi une spécialité américaine. Hein. Voilà, d'échapper à l'État, d'échapper au monde urbain, et qui peut donner aussi, dans une version paranoïaque violente, Una Bomber, hein, qui d'ailleurs n'est pas du tout inintéressant. Hein. Voilà. Donc là, c'est tout ça, c'est un... à égalité et réconciliation, par contre-culture, on essaye d'augmenter la conscience culturelle et politique des gens pour qu'ils soient des citoyens qui, à la limite, à un moment donné, prennent des décisions politiques en conscience, puisque c'est la seule action que nous voulons avoir sur le politique, c'est faire monter le niveau de conscience des citoyens. Et pour ça, il faut se cultiver et aller chercher, comment dirais-je, les outils de compréhension que ne nous donne pas l'idéologie dominante à travers son catéchisme. Hein. Donc le catéchisme, vous l'avez, c'est les médias, c'est l'éducation nationale, qui est aux mains aujourd'hui de M. Payon, juif alsacien hystériquement anticatholique, membre du Grand Orient, et sioniste hystérique comme tout le noyau dur du gouvernement Hollande, Moscovici, Valls, Payon et Fabius. Hein, voilà. Pour ceux qui pensent que je suis paranoïaque et que je parle un peu trop d'un certain sujet, non. C'est que ce sujet devient tellement prégnant et central qu'il serait malhonnête et lâche, bien évidemment, de ne pas en parler, tellement aujourd'hui c'est une cause qui devient surdéterminante pratiquement de tout le reste. Hein, voilà. Donc, je finis ma digression. Lisez donc Henri David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois chez Contre-Culture, pour 12 €, magnifique bouquin qui va vous permettre de vous ouvrir au génie américain. Après, vous êtes ouvert au génie français néo-traditionnaliste et réactionnaire par la lecture du Bainville. Voilà. Hein. Si vous lisez ces deux bouquins-là pendant l'été, vous reviendrez plus intelligent en septembre et vous mettrez des commentaires moins bêtes sur égalité et réconciliation. Voilà. Je continue pour faire une petite pause
puisque là nous parlons de 2 bouquins libres de droit que nous rééditons. Là nous faisons un travail d'éditeur en éditant le 2e livre de notre ami Félix Nietzsche, qui la dernière fois, je vous avais parlé de Ex-France, excellente compilation de textes, très intelligent, très subversif, très politique et très très bien écrit. C'est-à-dire que c'est autre chose que du Marc-Édouard Nab. Ceux qui ont aimé Nab, ou les ados qui sont au Nab, s'ils veulent passer à l'âge adulte de la grande écriture, qui effectivement s'inscrit dans la virtuosité de Blois, on va dire, puisque Léon Blois est le grand virtuose, hein, pour moi, de la langue française en colère, hein, sans doute le maître de Céline, hein, Blois. Voilà, Félix Nietzsche s'inscrit dans cette tradition-là. C'est très écrit, c'est très fin, c'est très subversif, très intelligent et très cultivé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Nab, c'est son problème, mais c'est comme ça. Et là, nous avons ce livre qui s'appelle Fragrance Freminae, sous-titré sur la gynécocratie, qui, reprenant un peu un de mes chevals de bataille, montre aujourd'hui comment le féminisme, comme communautarisme victimaire, est à la fois un des vecteurs d'abêtissement au service de l'oligarchie toute puissante. Comme il y a, je pense, les gays et les féministes sont sans doute 2 moyens d'abêtissement de masse aujourd'hui dans la main de notre oligarchie. Donc là, Félix Nietzsche se paye le féminisme que j'appelle féminisme de marché, féminisme de masse, pour en montrer toute la laideur, toute la bêtise et toute l'absurdité. Et il montre aussi que c'est non seulement une entreprise d'abêtissement général, mais aussi une entreprise de destruction de la femme, du génie féminin et de la femme éternelle, dont Félix Nietzsche, comme moi, est un grand amoureux. Voilà. Donc c'est un livre incroyablement drôle, c'est une compilation de petits textes, drôles, subversifs, très très bien écrits. Félix Nietzsche est vraiment un très bon, et moi qui ai de moins en moins envie d'écrire, je suis content qu'un type comme Félix prenne la relève. Il est largement au niveau, et ça prolonge un peu mon travail de l'époque des abécédaires de la bêtise ambiante. Hein, voilà. Donc, et ça ne coûte que 10 €. Voilà. Lisez Félix Nietzsche, Fragrance Feminae, chez Contre-Culture. Un excellent livre pour l'été, fait de petits textes, vous voyez, c'est pas trop épais pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre dans la tête avec des gros bouquins, ils peuvent lire ça sur la plage. Et pour draguer, je vous assure que vous en lisez un texte à voix haute, c'est très efficace. Voilà. Bon, alors là, maintenant que j'ai parlé de tous ces excellents livres en vente chez Contre-Culture, hein, on mettra le lien, je pense bien évidemment, le très très gros morceau, on dirait le bottin, mais non, ce n'est pas le bottin, qui est sans doute le livre que j'ai découvert sur Internet qui m'a le plus impressionné, presque comme roman, tellement c'est impressionnant, de ces dernières années. Et pourtant, j'ai lu du lourd depuis mes 18 ans, j'ai passé quand même toute ma vie à lire. Bouquin qui n'est jamais sorti nulle part. C'est écrit en anglais au départ, et qui n'est jamais sorti en anglais, qui n'a jamais été édité. Nous en éditons la traduction française pour la première fois. Alors c'est un bouquin qui s'appelle La controverse de Sion de Douglas Reed, et qui s'inscrit dans une... Pareil, quand on veut ouvrir son esprit à la pensée transcourant, je pense qu'il s'inscrit dans la mouvance dans laquelle on peut ranger Eustache Mullins, hein, dont on a vendu, pas édité mais vendu, je crois que c'est l'excellent Michel Drac qui l'a édité, le bouquin sur les secrets de la réserve fédérale. Hein, donc ça s'inscrit dans l'esprit de cette analyse qui détricote entièrement par la réalité des faits l'opposition gauche-droite, l'opposition capitaliste-communiste qu'on nous vend comme le fin mot de l'opposition et du combat du XXe siècle. Eux le détricotent en disant qu'à un certain niveau, ça devient ambigu et que ça s'inverse et que ça devient une fiction. Et ceux qui démontrent ça, c'est effectivement Eustace Mullins par l'histoire de la réserve fédérale américaine, qui s'appuie d'ailleurs sur les travaux d'Ezra Pound. Hein. Nous avons aussi Sutton, qui le fait, lui, en ayant accès, en étant un ancien cadre haut fonctionnaire américain, et qui le fait en s'appuyant sur des archives, et notamment... je crois qu'on vend on a aussi 2 de ces bouquins qu'on vend sur Contre-Culture, 2 bouquins traduits de Sutton, et tu lis qui montre effectivement que le communisme et le capitalisme sont pilotés par les mêmes, et que cette opposition orchestrée finalement amène au nouvel ordre mondial et à la domination finale de l'oligarchie mondialiste, qui aujourd'hui d'ailleurs, à visage découvert, nous amène de force au nouvel ordre mondial, au gouvernement mondial, qu'il suffit d'écouter à la fois Bush,
Sarkozy, Attali. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il va falloir penser à une organisation mondiale. Je pense que tout cela se terminera au mieux par un gouvernement mondial. Voilà. Et le troisième pilier, je dirais, avec Eustache et avec Sutton, est sans doute le pilier central, celui qui allait le plus loin dans l'analyse et la démonstration de cette réalité, je dirais, presque incroyable, hein, surtout pour moi qui suis un marxiste et un ancien communiste. C'est ce bouquin incroyable de Douglas Reed qui s'appelle La controverse de Sion, et qui est une espèce de roman qui étudie l'histoire de la domination impériale plus ou moins cachée depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux années 50. Hein. Alors là, c'est un bouquin, je vous le dis, qui fait en nombre de pages 710 pages, hein, tout ça pour 25 €. Je pense que c'est sans doute le bouquin qu'on peut lire comme un roman. Même moi, je n'adhère pas à tous les chapitres. Il y a des moments, je me dis qu'il exagère un peu. Mais c'est sans doute, pour les gens qui aiment les romans historiques, comme souvent d'ailleurs, comme je le dis, les documentaires sont plus intéressants que les fictions au cinéma, et finalement les livres d'histoire sont beaucoup plus intéressants que les romans. Je pense que l'histoire de France de Bainville est bien plus passionnante qu'un espèce de roman sur la vie sexuelle d'une reine, ou je ne sais pas trop quoi, que certains écrivains de deuxième zone sortent en été pour les ménagères de moins de 50 ans qui lisent encore des livres, ce qui est déjà pas si mal. Voilà, là on a un bouquin qui est à la fois un très grand roman historique et en même temps une thèse sur le complot mondialiste, qui est sans doute le livre le plus incroyable à lire, le plus intéressant, mais aussi le plus sourcé que vous pouvez lire, à mon avis, de votre vie. Hein, voilà. Nous l'éditons, c'est la première fois qu'il est édité. L'auteur lui-même avait renoncé à le faire éditer de son vivant. Alors il faut savoir que Douglas Reed était un journaliste du Times qui a suivi, en tant que journaliste mandaté par son journal le Times, le plus grand journal anglais, il a suivi dans les années 30 la montée au pouvoir d'Hitler, et il a découvert, en étant très proche du sujet, que cette montée au pouvoir avait été voulue et accompagnée par toute l'oligarchie mondialiste. Hein. Et c'est de là que lui est venue une intuition qu'il a creusée. Il a écrit ce bouquin, je crois, à la fin de sa vie, entre les années 50 et 60, je crois, là où il était réfugié, plus ou moins, en Afrique du Sud, où il avait renoncé à toute activité professionnelle. Comme je l'ai dit, un journaliste qui travaille dans les périodes de crise, en général, est une pute. C'est un vrai journaliste, c'est un chômeur. Lui avait dû le vérifier également. Et ce bouquin qu'il a renoncé à faire éditer de son vivant a été trouvé par sa famille sur le haut d'une armoire dans les années 70. Il en circule, la version d'origine anglaise circule un peu sur Internet, et une traduction française existe maintenant, en version papier, parce que moi ce genre de livre est très pénible à lire sur Internet, il faut pouvoir l'avoir avec soi, la noter, l'avoir comme compagnon et sur sa table de nuit. Voilà, il existe maintenant pour 25 €, ce qui n'est pas très cher pour 700 pages. C'est un bouquin que j'ai lu pendant des semaines. Hein. C'est pas un bouquin qui se lit comme ça, vite fait, et qui est incroyablement sourcé, référencé. C'est une somme culturelle énorme de ce Douglas Reed, donc, qui est un Anglais qui a écrit ce livre en Afrique du Sud à la fin de sa vie, qui était journaliste du Times dans les années 30, et qui a commencé sa réflexion en découvrant par un travail journalistique pointu que finalement l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne avait été voulue par l'oligarchie mondialiste, ce qui est corroboré par les écrits de Stash Mullins et aussi de Sutton. Voilà, donc la triplette à lire aujourd'hui pour s'ouvrir l'esprit et casser ce mensonge gauche-droite qui s'incarne absolument dans la guerre froide et dans l'opposition capitaliste-communiste, pour casser cette vision gauche-droite qui est la clé de domination. On voit bien qu'un mec comme Mélenchon est payé pour la maintenir coûte que coûte, même quand elle n'est plus valide à l'évidence. Voilà, cet énorme pavé est un moyen de casser ce mensonge gauche-droite, mensonge qui devient mensonge quand vous savez, la pyramide, vous voyez, là il y a à gauche et là il y a à droite, mais tout en haut finalement ça se rejoint, vous voyez, ce ne sont pas des parallèles qui se rejoignent à l'infini, ce sont deux lignes convergentes qui se rejoignent au moment où l'œil apparaît de la pyramide Illuminati, vous voyez. Et effectivement, au sommet de l'oligarchie mondialiste, il n'y a plus de gauche et de droite. C'est ça qu'on découvre. Ça n'existe que pour le travailleur de base ou
l'électeur de Mélenchon et le manipulé, celui qui est en bas de l'échelle sociale. Mais en haut, finalement, tout ça est piloté par les mêmes, pour le même dessin et le même projet. Et ça se vérifie par les financements, les sources d'inspiration, l'origine souvent ethno-confessionnelle de nos dominants, etc., etc., etc. Donc, lisez ce livre qui est un des livres les plus importants que j'ai pu lire de ma vie, qui est La controverse de Sion de Douglas Reed. Voilà. It is a dramatic demonstration of the supreme importance of Islamic eschatology. Maintenant, on va parler des bouquins à venir, parce qu'il y a des bouquins qui vont sortir, et sans doute qui seront sortis au moment où cette vidéo cessera de, comment dirais-je, d'être sur Internet, parce qu'elle sera remplacée par la suivante. Alors là, donc, c'est des photocopies. Alors on me parle beaucoup, on me demande beaucoup quand est-ce que vous éditez Cheikh Imran Hossein, car moi-même qui suis très intéressé par comment dirais-je, la pensée eschatologique qui s'appuie sur non pas sur le logos, mais sur la révélation, puisqu'il y a deux sources pour la réflexion. Il y a le logos, la déduction logique, et la révélation qui est de l'ordre effectivement de la transcendance, où effectivement ce sont deux univers totalement discontinus, sans médiation, hein, on est soit la déduction par le logos, soit la révélation, c'est-à-dire la pensée grecque ou la pensée, on va dire chez nous, monothéiste, hein, puisqu'il y a trois pensées de la révélation qui ont la même source, hein, qui est le monothéisme abrahamique, on va dire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, pareil, toujours penser transcourant, aller chercher à gauche et à droite. À gauche, on aurait le logos et à droite la révélation, si on veut dire. Et bien, finalement, s'intéresser à ces deux types d'accès à la connaissance, d'accès à la vérité, et de s'intéresser quand ces deux comment dirais-je, pensées qui n'ont rien à voir entre elles aboutissent aux mêmes conclusions et se mettent à converger. Et dans cet esprit-là, je suis très intéressé par la pensée de Cheikh Imran Hossein, qui est un peu pour moi l'anti-Tariq Ramadan, c'est-à-dire qu'il nous montre que effectivement le génie peut venir de la réaction française à travers Bainville, du populisme américain à travers Taureau, et aussi de l'islam, voilà, à travers l'étude intelligente et subtile et profonde et très spirituelle des hadiths prophétiques qui traitent dans le corpus coranique de la fin des temps. Et donc, pour répondre à la question, quand est-ce que vous éditez les bouquins de Cheikh Imran Hossein? Nous avons donc obtenu les droits pour la France, les droits de traduction et d'édition de Cheikh Imran Hossein. Je remercie un certain Sharaf d'ailleurs pour la médiation qu'il a faite pour que ça aboutisse. Et nous sortons après un gros travail de traduction, parce que c'est pour ça que le livre sort plus tard que prévu, car on nous avait remis clé en main une traduction française qui n'était pas du tout au niveau, et par souci d'exigence, nous avons entièrement retraduit de l'anglais, pas de l'arabe, de l'anglais au français, mais aussi avec la traduction des termes arabes pris dans comment dirais-je, directement à la source, hein, chez Mohamed. Nous avons refait entièrement la traduction pour qu'elle soit au niveau, ce qui nous a fait prendre un peu de retard, et donc nous éditons, je crois à la fin du mois d'août, ce bouquin fondamental de Cheikh Imran Hossein qui s'appelle Jérusalem dans le Coran, hein, voilà, dont les gens qui s'intéressent à Cheikh Imran Hossein, voilà la couverture, voient les vidéos que nous mettons en ligne, nous appliquons à traduire les conférences de Cheikh Imran Hossein, hein, donc Jérusalem dans le Coran, un sous-titre, un regard islamique sur le destin de Jérusalem, comprenant une réponse musulmane aux attaques du 11 septembre aux États-Unis. Voilà comment, effectivement, l'islam, bien compris, peut aider à comprendre ce qui se joue en ce moment, notamment, par exemple, à Damas, et comprendre quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est comment, finalement, les impérialistes américano-sionistes, nos dominants, se servent d'un certain islam radical pour arriver au Grand Israël et au gouvernement mondial, et jouent partout la carte de la prise de pouvoir d'un islam radical de type takfirite. On m'a dit que j'employais pas assez souvent le mot. Employer le mot sans le définir, ça sert à rien. Ce qui est en fait pour moi la jonction des islamo-sionistes et des islamo-racailles, je le dis comme ça. Le mot savant, c'est le takfirisme. Voilà. Et donc, comment finalement nos maîtres sionistes jouent la carte du takfirisme partout. On le voit en ce moment
à travers les révolutions de Jasmin et finalement ce à quoi ça aboutit, et surtout à travers la très fondamentale bataille pour la prise de Damas, hein, comprendre comment effectivement l'Empire se sert d'un certain islam radical et dévoyé pour arriver au nouvel ordre mondial, à la domination mondiale et au Grand Israël, qui ne sont qu'une seule et même chose. Hein, voilà. Cheikh Imran Hossein vous permet de comprendre ça, donc c'est intéressant pour les non-musulmans, les anti-musulmans et certains musulmans fourvoyés ou dévoyés. Voilà. Et ce bouquin très important, Jérusalem dans le Coran, donc sort chez Contre-Culture, avec l'aval de son auteur, Cheikh Imran Hossein, que je salue ici avec le plus grand respect, le 20 août, je crois, chez Contre-Culture, pour la modique somme également de 19 €. Voilà. On va finir sur une note joyeuse et comment dirais-je, et joyeuse et jeune et déconnante, puisque aussi Contre-Culture, Égalité, Réconciliation, c'est aussi cet esprit français d'être un peu à la fois dans le jeu, la gaudriole, le sérieux, la vaste culture, qui était la tradition française, l'école française d'Orient, et en même temps une connaissance approfondie comment dirais-je, des chansons de corps de garde, de carabin. Vous voyez, l'esprit Contre-Culture, l'esprit Égalité et Réconciliation, c'est Bainville et le professeur Choron, vous voyez. Voilà. Et lire Michéa et Soral, et aussi aimer certains sketchs de Groland, vous voyez, on est quand même là-dedans. Respect des musulmans, mais aussi attachement à une certaine tradition française, rabelaisienne, célinienne, Villon, Baudelaire, hein, et aussi effectivement Céline, Blois. Enfin, voilà, c'est intéressant de comprendre effectivement que ce génie français est fait de cette très grande ouverture d'esprit, ce très grand goût pour l'autre, hein, pas au sens du rabbin Bernheim, hein, le vrai goût pour l'autre, hein, qui s'explique aussi par la géographie et la géopolitique de la France, sa nature. Hein, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, mais aussi les Alpes, les lacs, le Languedoc, la langue d'Oïl. Voilà, cette richesse de la France qui fait le génie français, et que le français est celui qui est capable de tout comprendre, hein, même s'il est très capable de tout produire. Ce qui fait que nous avons à la fois les plus mauvais musiciens et les meilleurs DJ, par exemple. Voilà. Donc, pour finir sur cette digression, nous sortons également le 11 septembre, date éminemment bien choisie, quelque chose qui est le fruit d'une collaboration assez inédite et dévastatrice et explosive. C'est sur un scénario de votre serviteur Alain Soral, avec des dessins de notre camarade Zéon, lui aussi convoqué d'ailleurs par un juge d'instruction, dessin de Zéon et dialogue de notre maître quenellier Dieudonné, et maître à tous pour ce qui est du courage et de la subversion. Nous sortons cette bande dessinée qui sera en 2 tomes, et dont le premier tome sort le 11 septembre, qui s'appelle Yacht People, tome 1, Quenelle en haute mer. Voilà, une histoire, vous lirez la 4e de couverture, ça raconte l'histoire du plus grand yacht d'un milliardaire russe issu de la perestroïka et de la période Elstine, qui embarque tous les people de la Terre, dont Madonna, enfin tous ces génies convertis au satanisme, pour un voyage inaugural filmé, voilà, qui incarne, je dirais, à travers le coin VIP et le bling-bling, toute la laideur et la déliquescence occidentale. Et ce yacht de 200 mètres, qui est le plus grand yacht du monde, est attaqué par une bande de pirates faméliques somaliens. Et cette bande dessinée raconte ce huis clos de 3 jours, et ce télescopage hautement explosif de 2 groupes humains que tout oppose. C'est une histoire que j'ai écrite entièrement, dont je suis assez fier, car n'oubliez pas que je suis aussi un artiste, et un romancier, et un cinéaste, et un scénariste. Voilà. Et c'est scénario d'Alain Soral, dessin de Zéon, dialogue de Dieudonné, et je pense que c'est sans équivalent. Je pense que personne ne peut rivaliser dans le monde de la bande dessinée avec ça.
Si peut-être le Villemin, le génial Villemin de l'époque de Hitler égale SS ou de Raoul Teigneux contre les Druzes, de l'excellent, scénarisé par l'excellent Jackie Berroyer, que je salue aussi. Voilà, je pense que nous serons au sommet du genre avec cette BD. Je pense même pas que nous serons sélectionnés à Angoulême. Hein. Voilà. Donc je finirai là-dessus, sur cette petite note légère. Pour ceux qui sont, pour vous reposer de la lecture de l'incroyable somme que représente la controverse de Sion de Douglas Reed et de la violence des révélations que vous y découvrirez et de la manière dont ça perturbera votre compréhension du monde. Pour vous reposer, vous pourrez lire, effectivement, c'est bien d'avoir plusieurs livres en même temps et d'alterner le récréatif et le profond. Vous pourrez lire Yacht People, tome 1, également coédité par Contre-Culture et les éditions de la Plume, c'est-à-dire coédité par la mouvance Soral et la mouvance Dieudonné. Voilà, c'est le fruit d'une collaboration à tous les niveaux, y compris au niveau de l'édition. Voilà. Hein. Je crois que là-dessus, je vais moi aussi partir en vacances. J'ai aussi quelques bouquins à lire. Donc je vous souhaite bonnes vacances. Je vous retrouve en septembre pour une vidéo du mois, après cette vidéo de conseils de lecture. Et je vais finir, puisque vous voyez qu'il y a 3 quenelles derrière moi, là, pour vous dire que j'ai reçu à la soirée, à la nuit des quenelles, qui était aussi le mariage de Dieudonné sous le rite catholique gallican. J'étais le témoin de Dieudonné, ce qui est un très grand honneur pour moi. Il m'a été remis, j'étais pas au courant d'ailleurs, ma 3e quenelle, donc je suis triple quenelle d'or, donc maître quenellier, ce qui correspond un peu à Grand Croix, je crois, de la Légion d'honneur chez les enculés. Je suis triple quenelle d'or. Voilà, c'est la dernière. Elle m'a été remise, quenelle de la Subversion 2012, Alain Soral, pour la vidéo du mois. Voilà, hein, vidéo du mois, donc vous savez que la dernière a fait 100 000 visionnages sur Dailymotion, ce qui est un énorme succès, et qui inquiète d'ailleurs beaucoup notre oligarchie dominante, qui est d'ailleurs encore plus brutale qu'elle ne l'était sous Sarkozy. Vous pouvez vérifier que sous François Hollande, président du Pays-Bas, c'est comme ça qu'on doit désormais appeler la France, la soumission à nos maîtres sionistes est encore plus violente, plus explicite et plus dégueulasse que sous Sarkozy encore. Nous avons encore monté d'un cran et vous pourrez le vérifier dans les mois qui viennent. Je le subis déjà moi-même par des convocations de plus en plus resserrées chez divers juges d'instruction. Voilà, mais nous ne lâcherons rien. Hein. Et ce travail d'explication et cette prise de risque évidente m'a valu ma 3e quenelle d'or. J'en suis très fier, ça vaut largement un Oscar à Hollywood. Voilà, donc triple quenelle, je la remets là. Hein. Et maintenant, je dis aux jeunes générations, à vous de jouer, à vous de faire mieux que Papy Soral. Merci. À bientôt, bonnes vacances. Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle. Devinez, je pars en vacances. Salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine. Les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Je vous aime bien, mais comprenez quand même, le ciel de Pantin est pauvre en oxygène. Je pars en voyage avec pour bagage dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. Voilà, donc nous rééditons l'histoire de France de Jacques Bainville et je conseille aux gens de chez nous qui viennent de la gauche de la lire, parce que finalement c'est pas pour flatter le narcissisme des néo-monarchistes qui sont souvent des imbéciles par rapport à Maurras et à Bainville, hein, qui sont justement dans la défense arc-boutée sur c'était mieux avant, sans pouvoir expliquer pourquoi, parce qu'avant ils avaient des privilèges de classe qu'ils ont perdus. Ça c'est pas intéressant, c'est la pensée réactionnaire sans intérêt. Là je conseille justement aux gens de gauche, des gens de chez nous qui de lire Bainville pour voir ce que c'est que le génie français de droite. Hein, voilà. Il y a un génie français de gauche et de droite, et la France est encore plus géniale quand ces génies de gauche et de droite se parlent, comme justement à l'époque du cercle Proudhon, où les maurassiens et les syndicalistes révolutionnaires se parlaient avant la guerre de 14, et d'ailleurs cette réconciliation nationale qui commençait à se mettre en place a été comment dire, interdite et empêchée par la guerre de 14. Ce qui est intéressant
à comprendre par rapport à notre période actuelle, puisque la réconciliation nationale que nous opérons à égalité-réconciliation, notamment entre nationalistes français, patriotes français et Français issus de l'immigration et de confession musulmane, cette réconciliation sera sans doute empêchée par la guerre qui vient. Hein. La guerre de l'État sioniste pour l'État sioniste, la guerre impériale. Hein, voilà. Donc on est dans une situation qui ressemble à la fois aux années 30 et aussi à la période de 1910-1914. Donc je finis cette petite digression. Lisez l'histoire de France de Jacques Bainville chez Contre-Culture. 20 € pour plus de, j'ai dit le nombre de pages, pour 553 pages. Magnifique bouquin, couverture, dessinée par une militante de chez nous, qui gagne sa vie grâce à ça aussi. Il faut savoir que nous avons créé une économie hein, qui ne fait travailler que des gens de la mouvance, dont toi. Voilà. Bon. Je passe à l'autre gros bouquin qu'on sort ce mois-ci. Alors là, c'est la vie Walden ou la vie dans les bois de Thoreau. Alors là, c'est pareil, pour ouvrir sa culture. C'est un livre essentiel pour comprendre d'abord ce que c'est que le génie américain, après avoir parlé du génie français. Le génie américain qui est très inaccessible à la France, compte tenu justement de la lecture, de l'histoire, de la manière dont historiquement s'est constituée la gauche et la droite française. On a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'esprit américain respectable, le génie américain, qui est à la fois l'esprit pionnier, l'esprit républicain, et quelque chose qui est transcourant en soi chez nous, qui est à la fois un côté réactionnaire qu'on trouve chez les républicains, c'est-à-dire un individualisme forcené, le désir de pouvoir porter des armes, la méfiance envers l'État tout-puissant, le respect aussi d'une certaine virilité et d'un certain courage physique et d'une capacité de travail qu'on trouve dans un certain protestantisme calviniste, dans la force des immigrés pauvres qui venaient d'Europe pour tenter une nouvelle vie, et puis aussi ce qu'on appelle la frontière, un pays immense où tout était à découvrir, à conquérir, avec une nature à la fois sauvage et magnifique. Je ne parlerai pas du problème des Indiens, des Amérindiens. Je ne dis pas que tout est bien dans l'Amérique, mais il y a ce génie américain qui est totalement exprimé par Thoreau. Et Thoreau est à la fois, je dirais, le pionnier et l'inventeur de quelque chose dont on parle beaucoup, qui est la désobéissance civile, qui a inspiré à la fois Tolstoï et Gandhi. Hein. C'est un insoumis à tous les pouvoirs. C'est aussi le père, d'une certaine façon, de l'écologie. C'est un type qui pense qu'il ne peut y avoir d'épanouissement que par un retour à la nature. Donc il y a ce côté Amérique profonde dont on parle peu, qui n'est ni l'Amérique de la côte Est, c'est-à-dire de Wall Street, ni celle de la côte Ouest, c'est-à-dire celle de Hollywood et des grandes villes, mais qui est l'Amérique finalement de campagnarde, l'Amérique des gens qui vivent près de la nature. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute cette Amérique profonde, la vraie Amérique, qui comment dirais-je, correspond à cette vision de Thoreau, qui sont en général des cultivateurs pieux, qui vivent au milieu de la nature et qui se considèrent comme finalement appartenant à cette nature, qui ne sont pas dans ce dualisme antinaturel qui nous vient du monothéisme, comme l'explique très bien d'ailleurs Jean Solaire, dont on a parlé récemment. Hein. Donc Thoreau est à la fois, c'est un grand poète, c'est un passionné de la nature, il a une dimension ascétique, c'est l'inspirateur de la non-violence, de l'écologie et même un précurseur de la décroissance. Hein. Et il incarne parfaitement le génie américain. Il est à la fois de gauche et de droite. Je pense qu'un type comme Michéa peut nous permettre de le comprendre aujourd'hui quand il s'intéresse au populisme américain et qui met en avant des auteurs, des grands auteurs américains intéressants, dont parfois j'oublie le nom, comme Christopher Lasch, par exemple. Voilà. Je pense qu'en lisant Thoreau, on peut comprendre aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est James Hunter Thompson, dont j'aurais aimé qu'on puisse promouvoir le documentaire qui s'appelle Gonzo, mais on nous a empêché de le vendre, je crois. Le distributeur français qui est avec un petit compte gauchiste et qui n'a rien compris sans doute à Hunter Thompson, qui est le professeur Choron français, qui est un type qui est très proche de moi pour ceux qui s'intéressent. Ils peuvent aller voir Las Vegas Parano. Le film n'est pas excellent puisqu'il a été initié par un petit con qui n'a pas compris toute la profondeur politique de Thompson. Mais on comprend bien Thoreau, on comprend bien le génie américain, l'insoumission américaine. Quand on lit Thoreau, on comprend effectivement Thompson, qui à un moment donné s'est présenté à la mairie d'Aspen. C'est intéressant de comprendre, effectivement, puisqu'on est très anti-impérialiste américain, on est contre cette oligarchie mondialiste, effectivement, dont le cœur aujourd'hui est aux États-Unis, et on est contre l'impérialisme américain des élites américaines. On n'oublie pas le peuple américain très respectable, et toute une
une contestation américaine et une tradition du génie américain de l'insoumission, de la virilité, de la création poétique, qui n'a rien à voir avec le génie français, mais il ne faut pas être narcissique. Et ce génie américain, c'est, je vous le dis, James Hunter Thompson, dans les années 70-80, qui a fini par se suicider d'une balle dans la tête, type qui portait le short et le crâne rasé avec beaucoup de subversion, et qu'il faut découvrir, notamment à travers Gonzo ou Las Vegas Parano. Et là, pour revenir à notre sujet, lire absolument ce magnifique bouquin édité par nous, pour 12 € et qui fait 400 pages, avec une magnifique couverture de notre amie Marie aussi. Voilà, lire Walden ou La vie dans les bois de Thoreau, qui nous amène aussi à un sujet qu'on défend en ce moment, à notre ami Piero San Giorgio, qui est le survivalisme, évidemment. J'aurais dû en parler un peu avant. Effectivement, c'est aussi une initiation au survivalisme dans sa version poétique, naturaliste, et pas dans sa version paranoïaque, hystérique et guerrière. Hein. Voilà, c'est important. Nous sommes survivalistes plus du côté de Thoreau que du côté de certains dingos surarmés, qui est aussi une spécialité américaine. Hein. Voilà, d'échapper à l'État, d'échapper au monde urbain, et qui peut donner aussi, dans une version paranoïaque violente, Una Bomber, hein, qui d'ailleurs n'est pas du tout inintéressant. Hein. Voilà. Donc là, c'est tout ça, c'est un... à égalité et réconciliation, par contre-culture, on essaye d'augmenter la conscience culturelle et politique des gens pour qu'ils soient des citoyens qui, à la limite, à un moment donné, prennent des décisions politiques en conscience, puisque c'est la seule action que nous voulons avoir sur le politique, c'est faire monter le niveau de conscience des citoyens. Et pour ça, il faut se cultiver et aller chercher, comment dirais-je, les outils de compréhension que ne nous donne pas l'idéologie dominante à travers son catéchisme. Hein. Donc le catéchisme, vous l'avez, c'est les médias, c'est l'éducation nationale, qui est aux mains aujourd'hui de M. Payon. Pas d'entretien du mois ce mois-ci? Non, parce il faut se reposer un peu, c'est les vacances. Déjà, on peut se féliciter que la vidéo du mois de juillet, qui porte sur le mois de juin, puisqu'on fait toujours la vidéo sur le mois échu ou écoulé, a atteint les 100 000 visionnages sur le compteur Dailymotion, c'est-à-dire qu'on est en progression constante. Il y a évidemment un prix à payer. C'est que ce mois-ci, je suis convoqué par 2 juges d'instruction différents pour 2 plaintes différentes. Un juge à Toulouse et l'autre à Paris. Une plainte d'un gauchiste que j'avais soupçonné de m'envoyer des menaces de la mairie de Toulouse. J'avais écrit à la mairie de Toulouse, porté plainte auprès de la police, puisque nous avons identifié que les injures et les menaces venaient de la mairie de Toulouse, ce qui est une certitude. Et le résultat, c'est qu'au lieu que la police ou la justice fasse son travail, c'est-à-dire d'identifier la personne que je soupçonnais, après des recoupements d'être la bonne, a porté plainte pour diffamation. Et évidemment, donc je suis convoqué par un juge d'instruction à Toulouse pour avoir soupçonné quelqu'un de m'envoyer depuis des mois de la mairie de Toulouse des menaces et des injures caractérisées. Voilà comment ça fonctionne en France. C'est un peu comme les fausses agressions antisémites propagées par notre ministre de l'Intérieur, qui a été naturalisé français en 82 et qui se réclame et se déclare éternellement attaché à Israël. Donc la question qu'il faudra lui poser, c'est pourquoi il ne s'est pas fait naturaliser israélien. Peut-être qu'il pense qu'il est plus utile à la cause en étant chef de la police en France que dans le pays pour lequel il a tout cet amour inconditionnel. Enfin, voilà. Et sinon, deuxième convocation très intéressante pour les crétins qui penseraient, en écoutant certains obèses faussement convertis que j'ai virés il y a quelques années, que je travaillerai pour le Front National, ceux qui n'ont pas très bien compris la subtilité de mon travail et de mon message. Je suis aussi convoqué par un juge d'instruction à Paris pour diffamation et injure par Louis Alliot, numéro 2, je crois, du Front National, que j'avais traité de con du mois quand il était allé s'extasier en période préélectorale sur les colonies israéliennes de Cisjordanie, qui sont même condamnées, je crois, par l'ONU, avec flanqué d'un espèce d'olibrius qui s'appelle Touris, dit Tourista pour les intimes, qui est un espèce de flic syndicaliste qui avait
qui s'était félicité que la LDJ serve d'auxiliaire de police, ce qui est complètement illégal et anti-républicain. Ce Toris étant d'ailleurs proche de la LDJ, comme chacun sait, et ayant réussi à mettre un pied dans le Front National, qui n'est pas le Front National que je défends et que je respecte, vous l'aurez bien compris. Donc M. Louis Alliot, dans un esprit très coubertin, comme je l'avais traité en tant qu'acteur politique, dans une démarche politique en période préélectorale, je l'avais traité de con du mois, on remettra peut-être le mois prochain l'extrait, veut m'envoyer au tribunal pour injure publique et diffamation, et dans ce cadre-là, je suis convoqué une fois de plus par un juge d'instruction. Voilà, tout ça pour vous mettre la pression, vous humilier, vous faire perdre votre temps, vous faire sentir le prix qu'il y a à payer pour, quand on essaie de défendre une certaine, comment dirais-je, un certain honneur d'être français, hein, voilà, une certaine intégrité, une certaine cohérence et même un certain bon sens. Donc, petite pause ce mois-ci, hein. On reviendra en septembre pour analyser la situation très riche des 2 derniers mois qui se sont écoulés. Voilà. Et aujourd'hui, puisque les gens partent en vacances, on va se concentrer sur les conseils de lecture pour les plages. Hein, voilà, c'est la période le mois d'août étant un mois propice aux révisions. Hein, voilà. Et surtout, ça me permet de parler d'un des gros boulots qu'on fait à Égalité et Réconciliation, qui s'appelle Contre-Culture, qui est de promouvoir, d'éditer et de rééditer des bouquins qui, à mon avis, sont importants pour s'ouvrir l'esprit, avoir une vraie culture, ce que j'appelle moi transcourant, et essayer d'échapper à l'idéologie dominante qu'on nous vend depuis Michelet, en passant par Fernand Nathan et Mallet et Isaac, vous voyez. C'est-à-dire, pour ça, éviter cette pensée, je veux dire, cette idéologie dominante consensuelle, et aller chercher à la fois des choses plus à gauche et des choses plus à droite. Hein. Voilà. Donc je vais consacrer cette vidéo d'été un peu courte à parler livres. Voilà. Alors, premier bouquin pour me féliciter moi-même. Mon bouquin « Comprendre l'Empire » sort en ce moment en Russie. Hein, voilà. Alors, un bouquin effectivement à la russe, pas très beau, on dirait un peu un bouquin de mécanique appliquée des années 50. Mais ce qui est bien, c'est que ce bouquin a été édité sous les auspices d'Alexandre Douguine. C'est lui qui a initié la traduction pour laquelle je ne touche pas de droit d'auteur. Hein. Les Russes là, sont assez spécialistes du non-respect du copyright. C'est aussi leur manière d'être en dehors de l'Empire. Hein. C'est aussi en dehors de l'Empire des droits d'auteur et du copyright selon les règles du droit anglo-saxon. Voilà, donc Comprendre l'Empire sort en Russie, petite édition et traduction voulue et dirigée par Alexandre Douguine, que je salue, que je remercie. Et donc là, vous pouvez voir comment on écrit Alain Soral en russe, voilà. Et ça, je crois que ça veut dire demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Ils n'ont pas gardé le titre Comprendre l'Empire parce que je pense que pour les Russes, la notion d'empire n'est pas forcément quelque chose de négatif compte tenu de leur position, on va dire, contre-impériale. Je pense qu'ils devaient penser que ce titre prêtait à confusion, et donc ils n'ont traduit que le sous-titre. Voilà. Alain Soral, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et ils m'ont choisi une photo de moi que j'aime pas du tout, mais où j'ai un petit côté écrivain russe. Voilà, un petit côté dostoïevskien. Voilà. Bon, donc ça c'est une bonne nouvelle. Merci aux Russes. J'attends maintenant que les Américains fassent la même chose. Voilà. Donc si je veux continuer, là on va parler des bouquins édités par Contre-Culture. Donc nous avons initié une petite collection de textes qui nous semblent, on va dire, des classiques, et un peu sur le principe du que sais-je, c'est-à-dire petit bouquin, par exemple ça, à 6 €, de Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation, hein. C'est intéressant à lire parce que Renan, d'ailleurs je suis allé m'asseoir sur la chaise de Renan à l'île de Bréa, hein. Renan donne une définition de la nation qui est très proche de celle d'Égalité et Réconciliation. J'ai pu le constater en relisant ce texte, hein, c'est-à-dire il explique bien ce que c'est que la nation française, qui est ni fondée sur la race, ni sur la langue, ni sur la religion, mais un peu sur tout ça mêlé, et il met quand même l'idée de France au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la conception ni anglaise ni allemande de la nation. Ça c'est une petite remarque que je fais aux identitaires. Je suis moins un identitaire français, puisque j'ai une conception de la nation qui est une conception de la nation française qui correspond à l'histoire de France. Voilà. Et Renan est exactement sur cette ligne. Donc pour 6 €, vous pouvez lire ce très joli petit texte, bien un bouquin
qui est à la fois un très grand roman historique et en même temps une thèse sur le complot mondialiste, qui est sans doute le livre le plus incroyable à lire, le plus intéressant, mais aussi le plus sourcé que vous pouvez lire, à mon avis, de votre vie. Hein, voilà. Nous l'éditons, c'est la première fois qu'il est édité. L'auteur lui-même avait renoncé à le faire éditer de son vivant. Alors il faut savoir que Douglas Reed était un journaliste du Times qui a suivi, en tant que journaliste mandaté par son journal Le Times, le plus grand journal anglais, il a suivi dans les années 30 la montée au pouvoir d'Hitler, et il a découvert, en étant très proche du sujet, que cette montée au pouvoir avait été voulue et accompagnée par toute l'oligarchie mondialiste. Hein. Et c'est de là que lui est venue une intuition qu'il a creusée, il a écrit ce bouquin, je crois, à la fin de sa vie, entre les années 50 et 60, je crois, là où il était réfugié, plus ou moins, en Afrique du Sud, où il avait renoncé à toute activité professionnelle. Comme je l'ai dit, un journaliste qui travaille dans les périodes de crise, en général, est une pute. C'est un vrai journaliste, c'est un chômeur. Lui avait dû le vérifier également. Et ce bouquin qu'il a renoncé à faire éditer de son vivant a été trouvé par sa famille sur le haut d'une armoire dans les années 70. Il en circule... la version d'origine anglaise circule un peu sur Internet, et une traduction française existe maintenant, en version papier, parce que moi ce genre de livre est très pénible à lire sur Internet, il faut pouvoir la voir avec soi, la noter, la voir comme compagnon et sur sa table de nuit. Voilà, il existe maintenant pour 25 €, ce qui n'est pas très cher pour 700 pages, c'est un bouquin que j'ai lu pendant des semaines, hein. C'est pas un bouquin qui se lit comme ça, vite fait, et qui est incroyablement sourcé, référencé. C'est une somme culturelle énorme de ce Douglas Reed, donc, qui est un Anglais qui a écrit ce livre en Afrique du Sud à la fin de sa vie, qui était journaliste du Times dans les années 30, et qui a commencé sa réflexion en découvrant par un travail journalistique pointu que finalement l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne avait été voulue par l'oligarchie mondialiste, ce qui est corroboré par les écrits de Stachmullins et aussi de Sutton. Voilà, donc la triplette à lire aujourd'hui pour s'ouvrir l'esprit et casser ce mensonge gauche-droite qui s'incarne absolument dans la guerre froide et dans l'opposition capitaliste-communiste, pour casser cette vision gauche-droite qui est la clé de domination. On voit bien qu'un mec comme Mélenchon est payé pour la maintenir coûte que coûte, même quand elle n'est plus valide à l'évidence. Voilà, cet énorme pavé est un moyen de casser ce mensonge gauche-droite, mensonge qui devient mensonge quand vous savez, la pyramide, vous voyez, là il y a à gauche et là il y a à droite, mais tout en haut finalement ça se rejoint, vous voyez, ce ne sont pas des parallèles qui se rejoignent à l'infini, ce sont deux lignes convergentes qui se rejoignent au moment où l'œil apparaît de la pyramide Illuminati, vous voyez. Et effectivement, au niveau au sommet de l'oligarchie mondialiste, il n'y a plus de gauche et de droite. C'est ça qu'on découvre. Ça n'existe que pour le travailleur de base ou l'électeur de Mélenchon et le manipulé, celui qui est en bas de l'échelle sociale. Mais en haut, finalement, tout ça est piloté par les mêmes, pour le même dessin et le même projet. Et ça se vérifie par les financements, les sources d'inspiration, l'origine souvent ethno-confessionnelle de nos dominants, etc., etc., etc. Donc, lisez ce livre qui est un des livres les plus importants que j'ai pu lire de ma vie, qui est La controverse de Sion de Douglas Reed. Voilà. It is a dramatic demonstration of the supreme importance of Islamic eschatology. Maintenant, on va parler des bouquins à venir, parce qu'il y a des bouquins qui vont sortir, et sans doute qui seront sortis au moment où cette vidéo cessera d'être sur Internet, parce qu'elle sera remplacée par la suivante. Alors là, donc, c'est des photocopies. Alors, on me demande beaucoup quand est-ce que vous éditez Cheikh Imran Hossein, car moi-même qui suis très intéressé par la pensée eschatologique qui s'appuie non pas sur le logos, mais sur la révélation, puisqu'il y a deux sources pour la réflexion. Il y a le logos, la déduction logique, et la révélation qui est de l'ordre, effectivement, de la transcendance, où, effectivement, ce sont deux univers totalement discontinus, sans médiation. Hein, on est soit la déduction par le logos, soit la révélation, c'est-à-dire la pensée grecque, ou la pensée, on va dire chez nous, monothéiste, hein, puisqu'il y a trois pensées de la révélation qui ont la même source, hein, qui est
le monothéisme abrahamique, on va dire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, pareil, toujours penser transcourant, aller chercher à gauche et à droite. À gauche, on aurait le logos et à droite, la révélation, si on veut dire. Et bien, finalement, s'intéresser à ces deux types d'accès à la connaissance, d'accès à la vérité, et de s'intéresser quand ces deux comment dirais-je, pensées qui n'ont rien à voir entre elles aboutissent aux mêmes conclusions et se mettent à converger. Et dans cet esprit-là, je suis très intéressé par la pensée de Cheikh Imran Hossein, qui est un peu pour moi l'anti-Tariq Ramadan, c'est-à-dire qu'il nous montre que effectivement le génie peut venir de la réaction française à travers Bainville, du populisme américain à travers Thoreau, et aussi de l'islam, voilà, à travers l'étude intelligente et subtile et profonde et très spirituelle des hadiths prophétiques qui traitent dans le corpus coranique de la fin des temps. Et donc, pour répondre à la question, quand est-ce que vous éditez les bouquins de Cheikh Imran Hossein? Nous avons donc obtenu les droits pour la France, les droits de traduction et d'édition de Cheikh Imran Hossein. Je remercie un certain Sharaf d'ailleurs pour la médiation qu'il a faite pour que ça aboutisse. Et nous sortons après un gros travail de traduction, parce que c'est pour ça que le livre sort plus tard que prévu, car on nous avait remis clé en main une traduction française qui n'était pas du tout au niveau, et par souci d'exigence, nous avons entièrement retraduit de l'anglais, pas de l'arabe, de l'anglais au français, mais aussi avec la traduction des termes arabes pris dans comment dirais-je, directement à la source, hein, chez Mohamed. Nous avons refait entièrement la traduction pour qu'elle soit au niveau, ce qui nous a fait prendre un peu de retard, et donc nous éditons, je crois à la fin du mois d'août, ce bouquin fondamental de Cheikh Imran Hossein qui s'appelle Jérusalem dans le Coran, hein, voilà, dont les gens qui s'intéressent à Cheikh Imran Hossein, voilà la couverture, voient les vidéos que nous mettons en ligne, nous appliquons à traduire les conférences de Cheikh Imran Hossein, hein, donc Jérusalem dans le Coran, un sous-titre, un regard islamique sur le destin de Jérusalem, comprenant une réponse musulmane aux attaques du 11 septembre aux États-Unis. Voilà comment, effectivement, l'islam, bien compris, peut aider à comprendre ce qui se joue en ce moment, notamment, par exemple, à Damas, et comprendre quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est comment, finalement, les impérialistes américano-sionistes, nos dominants, se servent d'un certain islam radical pour arriver au Grand Israël et au gouvernement mondial, et jouent partout la carte de la prise de pouvoir d'un islam radical de type takfirite. On m'a dit que j'employais pas assez souvent le mot. Employer le mot sans le définir, ça sert à rien présenter d'Ernest Renan. Qu'est-ce qu'une nation? Et voilà, et comme je le dis, qui correspond à la conception que nous avons, nous, à égalité et réconciliation, de la nation française. Voilà. Autre lecture intéressante, dans la même idée des petits que sais-je de chez Contre-Culture. Voilà, c'est le texte de Marx sur la question juive. Ce sont des textes libres de droit, donc nous les éditons. J'avais acheté récemment celui qui avait la question juive réédité par les éditions de la Fabrique. Mais alors il y avait une préface et une postface qui étaient 3 fois plus épaisses que le texte lui-même. Préface et postface de Ben Saïd, le trotskiste séfarade de la Ligue de la LCR, de Ligue communiste révolutionnaire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il faisait tout un long préambule pour expliquer que le texte de Marx n'était pas antisémite. Et après, comme le principe du rasoir de l'âme, comme quand on l'a lu, c'est évidemment un texte, comme je le dis, antisémite, car de toute façon, il n'y a pas de philosémitisme avant 1945, en gros. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec Ben Saïd, vous avez même une postface après le bouquin, aux éditions de la Fabrique, parce qu'une fois que vous l'avez lu, vous avez oublié la préface et vous êtes face à l'antisémitisme de Marx, alors il vous refait une postface pour vous retravailler le cerveau, vous voyez. Donc c'est assez drôle. Alors là, on se passe de la préface et de la postface de Ben Saïd, qui a eu d'ailleurs la gentillesse de mourir depuis, comme ça il ne pourra plus rien écrire sur le sujet. Et là, nous avons une préface de notre ami Félix Niche, dont j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'il édite aussi chez nous, qui lui est notre trotskiste de service. C'est quelqu'un effectivement qui est un grand connaisseur de Trotsky et du trotskisme de Trotsky, mais qui a fait une préface justement pour bien démontrer que le texte de Marx sur la question juive est un texte éminemment antisémite, ce que j'appelle l'antisémite laïque de gauche, l'antisémitisme philosophique. Hein. Donc voilà, vous pouvez lire ce texte de Marx et vous verrez que Marx s'inscrit aussi
dans la tradition de tous ces penseurs qui, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, en gros, ont écrit pique-pendre sur les Juifs, pour des raisons religieuses, pour des raisons philosophiques, pour des raisons de gauche, de droite, etc. etc. Et la question juive de Marx est un texte très agaçant pour les Juifs, parce que Marx est un grand penseur juif, puisqu'il est d'origine juive, bien que son père était déjà converti au protestantisme, et que lui se réclame de la pensée grecque pour la philosophie, du socialisme français et des économistes anglais, c'est-à-dire c'est un Européen. En fait, il fait une synthèse du génie helléno-chrétien occidental, en s'appuyant essentiellement sur la puissance de la philosophie allemande à l'époque où il étudie. Hein, c'est un spécialiste de la pensée grecque, sur l'histoire du socialisme français et sur les économistes anglais. Hein, voilà. Donc c'est un grand penseur, on va dire, européen, Karl Marx. Hein. Et c'est un juif antisémite, comme le sont en général les génies juifs, hein, quand on creuse et qu'on va jusqu'au bout. On peut même citer dans cette catégorie Theodor Herzl, hein, il suffit de le lire pour voir qu'il est sioniste pour des raisons totalement antisémites. Hein. Ça aussi, on peut s'amuser, mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc pour 10 €, pareil, on fait du pas cher, c'est un petit texte mais qui est fondamental, la question juive de Marx, préfacé par notre ami Félix Nisch. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, de toute façon je pense que c'est un pseudo. Voilà, donc je vous le conseille. Voilà, autre publication de chez nous. Maintenant, si on veut aller vers du plus gros et un peu différent, je vais parler de ces deux livres, je dirais, complémentaires, puisque j'ai dit que nous, on essayait de faire en sorte que les gens aient une culture générale transcourant et qu'ils échappent à l'idéologie dominante, puisque toute la culture en fait est formatée depuis la Révolution française, en passant notamment pour la matrice de la Troisième République, pour ramener les gens qui honnêtement, par leur formation, à une pensée assez conforme. Donc c'est intéressant, là, on réédite à la fois l'histoire de France de Jacques Bainville et Walden ou La vie dans les bois de Henri-David Thoreau. Voilà, ce sont deux textes très importants. Alors j'insiste sur le fait que ces bouquins sont des créations contre-culture. Je félicite Marie pour les couvertures. Ils sont très beaux. Voilà, hein, vous pouvez les regarder. Très très beaux. Voilà, on fait des beaux livres. Hein. Et surtout, par rapport au nombre de pages, j'insiste aussi, on fait là où il y a un vrai effort social. Le livre de Bainville, l'histoire de France de Bainville, j'en parlerai après plus dans le détail, qui fait pratiquement 550 pages, on le fait à 20 €, vous verrez que c'est pas cher, hein, vous n'avez qu'à comparer en allant sur les sites sur Amazon, vous verrez. Et le bouquin de Thoreau, un bouquin fondamental aussi, qui fait il fait 400 pages, on le fait à 12 €. Hein, donc on fait un gros effort pour que les gens puissent se cultiver malgré la crise économique et leurs faibles revenus, parce que j'ai pu constater que plus les gens étaient intéressés par la dissidence et ouverts aux idées transcourantes, malheureusement plus ils étaient socialement déclassés, ce qui va souvent ensemble, avec un faible pouvoir d'achat. Les autres ayant les moyens de s'acheter pour aller à la plage, le dernier Marc Lévy, le dernier je sais pas quoi, Braun, Da Vinci Code 4, qui sont des bouquins assez chers, hein, en fait. Hein, voilà. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail. Nous inscrivons, nous, dans la tradition de ce qu'on appelle, je crois, le cercle Proudhon, hein, c'est-à-dire lecteur de Marx et de Maurras. Et là, nous mettons à l'honneur l'histoire de France de Jacques Bainville, qui est l'historien de l'action française, on va dire, et qui était très respecté à son époque. Il écrit d'entre 1900 et 1930. Il est mort en 1936, au moment même du Front populaire, ce qui est un paradoxe, enfin quelque chose d'assez amusant pour les gens qui aiment les ironies de l'histoire. Et en fait, Jacques Bainville, c'est vraiment l'historien français qui montre comment la grandeur de la France ne fait qu'un avec la monarchie. Hein, voilà. Il est de ce point de vue-là un maurassien. Maurassien était un monarchiste pour des raisons de nationalisme. Il est venu et au catholicisme et à la monarchie pour des raisons dialectiques, pour des raisons d'intelligence historique, c'est-à-dire comment, compte tenu de ce qui s'est passé depuis la Révolution française, défendre, trouver le système politique le plus à même de se battre toujours pour la pérennité française, la grandeur de la France, le génie français, en tant que nation et en tant qu'État, et ils en concluent que pour ça, il faut une monarchie et une religion d'État qu'est le catholicisme. Voilà. Et Bainville montre toute la grandeur de la France, tout le génie français, à travers les rois de France très catholiques. Il le montrait. Et c'est passionnant. Évidemment, c'est sujet à discussion, mais je pense qu'il est très important, quand on va avoir
une culture et les moyens de réfléchir, c'est-à-dire une culture stéréophonique, je dirais, qui a le point de vue de gauche et le point de vue de droite, d'aller équilibrer Michelet par Bainville, vous voyez, et bien que je n'aime pas du tout les bêtises que dit Bainville sur Rousseau, qu'il ne le connaissait sans doute pas très bien, l'histoire de France de Bainville est quelque chose à lire absolument, et c'est un grand penseur, on va dire réactionnaire, enfin un grand penseur de la réaction, hein, mais la réaction au sens des gens qui sont attachés à la grandeur du passé et à ce qui doit être sauvé de la grandeur passée, ce que j'appellerais plutôt, moi, plutôt que le mot réactionnaire, je dirais le mot traditionnaliste. Hein, voilà. Même si ce n'est pas tout à fait la définition des voilà, parce que dans réactionnaire, il y a un côté refus de la modernité, attachement aux privilèges passés, qui est un peu un truc de rentier. Je dirais que c'est un grand penseur réactionnaire au sens de quelqu'un qui se pose la question de la pérennité et de la tradition. Juif alsacien hystériquement anticatholique, membre du Grand Orient, et sioniste hystérique comme tout le noyau dur du gouvernement Hollande, Moscovici, Valls, Payon et Fabius. Hein, voilà. Pour ceux qui pensent que je suis paranoïaque et que je parle un peu trop d'un certain sujet, non. C'est que ce sujet devient tellement prégnant et central qu'il serait malhonnête et lâche, bien évidemment, de ne pas en parler, tellement aujourd'hui c'est une cause qui devient surdéterminante pratiquement de tout le reste. Hein, voilà. Donc, je finis ma digression. Lisez donc Henri David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois chez Contre-Culture, pour 12 €. Magnifique bouquin qui voilà, va vous permettre de vous ouvrir au génie américain. Après, vous êtes ouvert au génie français néo-traditionnaliste et réactionnaire par la lecture du Bainville. Voilà. Hein. Si vous lisez ces deux bouquins-là pendant l'été, vous reviendrez plus intelligent en septembre et vous mettrez des commentaires moins bêtes sur égalité et réconciliation. Voilà. Je continue pour faire une petite pause, puisque là nous parlons de deux bouquins libres de droit que nous rééditons. Là nous faisons un travail d'éditeur en éditant le deuxième livre de notre ami Félix Nietzsche, qui la dernière fois, je vous avais parlé de Ex-France, excellente compilation de textes très intelligents, très subversifs, très politiques et très très bien écrits. C'est-à-dire que c'est autre chose que du Marc-Édouard Nab. Ceux qui ont aimé Nab, ou les ados qui sont au Nab, s'ils veulent passer à l'âge adulte de la grande écriture, qui effectivement s'inscrit dans la virtuosité de Blois, on va dire, puisque Léo Blois est le grand virtuose, hein, pour moi, de la langue française en colère, hein, sans doute le maître de Céline, hein, Blois. Voilà. Félix Nietzsche s'inscrit dans cette tradition-là. C'est très écrit, c'est très fin, c'est très subversif, très intelligent et très cultivé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Nab, c'est son problème, mais c'est comme ça. Et là, nous avons ce livre qui s'appelle Fragrance Freminae, sous-titré sur la gynécocratie, qui, reprenant un peu un de mes chevals de bataille, montre aujourd'hui comment le féminisme, comme communautarisme victimaire, est à la fois un des vecteurs d'abêtissement au service de l'oligarchie toute puissante. Hein, comme il y a, je pense, les gays et les féministes sont sans doute deux moyens d'abêtissement de masse aujourd'hui dans la main de notre oligarchie. Donc là, Félix Nietzsche se paye le féminisme que j'appelle féminisme de marché, féminisme de masse, pour en montrer toute la laideur, toute la bêtise et toute l'absurdité. Et il montre aussi que c'est non seulement une entreprise d'abêtissement général, mais aussi une entreprise de destruction de la femme, du génie féminin et de la femme éternelle, dont Félix Nietzsche, comme moi, est un grand amoureux. Hein, voilà. Donc c'est un livre incroyablement drôle, c'est une compilation de petits textes, drôles, subversifs, très très bien écrits. Félix Nietzsche est vraiment un très bon, et moi qui ai de moins en moins envie d'écrire, je suis content qu'un type comme Félix prenne la relève. Il est largement au niveau, et ça prolonge un peu mon travail de l'époque des abécédaires de la bêtise ambiante. Hein, voilà. Donc, et ça ne coûte que 10 €. Voilà. Lisez Félix Nietzsche, Fragrance Freminae, chez Contre-Culture. Un excellent livre pour l'été, fait de petits textes, vous voyez, c'est pas trop épais pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre dans la tête avec des gros bouquins, ils peuvent lire ça sur la plage. Et pour draguer, je vous assure que vous en lisez un texte à voix haute, c'est très efficace. Voilà. Bon, alors là, maintenant que j'ai parlé de tous ces excellents livres en vente chez Contre-Culture, voilà, on mettra le lien, je pense bien évidemment, le très très gros morceau, on dirait le bottin, mais non, ce n'est pas le bottin, qui est sans doute le livre
que j'ai découvert sur Internet qui m'a le plus impressionné, presque comme roman, tellement c'est impressionnant, de ces dernières années. Et pourtant, j'ai lu du lourd depuis mes 18 ans, j'ai passé quand même toute ma vie à lire. Bouquin qui n'est jamais sorti nulle part. C'est écrit en anglais au départ, et qui n'est jamais sorti en anglais, qui n'a jamais été édité. Nous en éditons la traduction française pour la première fois. Alors c'est un bouquin qui s'appelle La controverse de Sion de Douglas Reed, et qui s'inscrit dans une... Pareil, quand on veut ouvrir son esprit à la pensée transcourant, je pense qu'il s'inscrit dans la mouvance dans laquelle on peut ranger Eustache Mullins, dont on a vendu, pas édité mais vendu, je crois que c'est l'excellent Michel Drac qui l'a édité, le bouquin sur les secrets de la réserve fédérale. Donc ça s'inscrit dans l'esprit de cette analyse qui détricote entièrement par la réalité des faits l'opposition gauche-droite, l'opposition capitaliste-communiste qu'on nous vend comme le fin mot de l'opposition et du combat du XXe siècle. Eux le détricotent en disant qu'à un certain niveau, ça devient ambigu et que ça s'inverse et que ça devient une fiction. Et ceux qui démontrent ça, c'est effectivement Eustace Mullins par l'histoire de la réserve fédérale américaine, qui s'appuie d'ailleurs sur les travaux d'Ezra Pound. Nous avons aussi Sutton, qui le fait, lui, en ayant accès, en étant un ancien cadre haut fonctionnaire américain, et qui le fait en s'appuyant sur des archives, et notamment... je crois qu'on vend on a aussi deux de ces bouquins qu'on vend sur Contre-Culture, 2 bouquins traduits de Sutton, et tu lis qui montre effectivement que le communisme et le capitalisme sont pilotés par les mêmes, et que cette opposition orchestrée finalement amène au nouvel ordre mondial et à la domination finale de l'oligarchie mondialiste, qui aujourd'hui d'ailleurs, à visage découvert, nous amène de force au nouvel ordre mondial, au gouvernement mondial, qu'il suffit d'écouter à la fois Bush, Sarkozy, Attali. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il va falloir penser à une organisation mondiale. Je pense que tout cela se terminera au mieux par un gouvernement mondial. Voilà. Et le troisième pilier, je dirais, avec Eustache et avec Sutton, est sans doute le pilier central, celui qui allait le plus loin dans l'analyse et la démonstration de cette réalité, je dirais, presque incroyable, surtout pour moi qui suis un marxiste et un ancien communiste. C'est ce bouquin incroyable de Douglas Reed qui s'appelle La controverse de Sion, et qui est une espèce de roman qui étudie l'histoire de la domination impériale plus ou moins cachée depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux années 50. Alors là, c'est un bouquin, je vous le dis, qui fait en nombre de pages 710 pages. Tout ça pour 25 €. Je pense que c'est sans doute le bouquin qu'on peut lire comme un roman. Même moi, je n'adhère pas à tous les chapitres. Des moments, je me dis qu'il exagère un peu. Mais c'est sans doute, pour les gens qui aiment les romans historiques, comme souvent d'ailleurs, comme je le dis, les documentaires sont plus intéressants que les fictions en cinéma, et finalement les livres d'histoire sont beaucoup plus intéressants que les romans. Je pense que l'histoire de France de Bainville est bien plus passionnante qu'un espèce de roman sur la vie sexuelle d'une reine, ou je ne sais pas trop quoi, que certains écrivains de deuxième zone sortent en été pour les ménagères de moins de 50 ans qui lisent encore des livres, ce qui est déjà pas si mal. Voilà, là on a